Voilà, dernière partie du cours. On va maintenant s'intéresser aux outils dont on dispose pour finalement euh, mettre en perspective les différentes informations qui sont relatives aux troubles du comportement et en définir ce que je vous indiquais en tout début de cours, ce que l'on appelle la fonction du comportement, c'est-à-dire ce à quoi il sert pour la personne. Ensuite, à l'issue de ce processus d'évaluation, on verra quelles sont les stratégies les plus classiques d'intervention sur les troubles importants du comportement. Alors, évaluation fonctionnelle, l'idée c'est un petit peu de cerner tout d'abord ce que l'on entend par fonction. Vous l'avez sans doute déjà bien perçu dans les deux premières parties du cours. L'idée de l'évaluation fonctionnelle, c'est finalement d'apporter un processus systématique pour la compréhension des comportements problèmes et des facteurs qui contribuent à leur apparition et surtout à leur maintien. On décrit trois phases principales dans ce processus. Tout d'abord, c'est un processus de description du comportement de façon opérationnelle et je vous renvoie aux spécificités relatives à l'aspect mesurable et observable des comportements que l'on a évoqués dans le cours d'approche comportementale. En second lieu, il s'agit d'identifier les circonstances et conditions personnelles et environnementales qui influencent l'apparition des comportements défis, donc de pouvoir prédire les moments durant lesquels les comportements indésirables apparaissent. Et ce qui est particulier dans l'évaluation fonctionnelle, c'est qu'on s'intéresse également aux conditions dans lesquelles les comportements n'apparaissent pas. Et ces conditions-là sont particulièrement intéressantes dans la perspective des programmes d'intervention, puisqu'a priori, on pourrait considérer que si certains environnements sont plus favorables à l'apparition des comportements problèmes, parce qu'on se rend compte, c'est que peut-être certains environnements dont il sera intéressant de connaître les caractéristiques, favorisent moins l'apparition des problèmes de comportement. Et donc, il s'agira peut-être d'exploiter ces conditions-là comme des conditions à transférer sur des situations dans lesquelles les comportements apparaissent de manière plus fréquente. Enfin, c'est la dernière étape, mais sans doute la plus importante, c'est de définir là où les fonctions, puisqu'effectivement, il peut y en avoir plusieurs que les comportements indésirables produisent pour les personnes. Et je rappelle le mot le plus important, c'est pour les personnes et pas pour les intervenants. Alors évidemment, tout protocole, et vous l'avez senti tout à l'heure dans la partie qui concernait les événements contextuels, la partie santé est une partie fondamentale puisque, si vous voulez, c'est un peu le bas de la pyramide des besoins de Maslow, c'est quand même d'avoir des conditions de santé qui sont favorables. Et donc, une première étape d'un processus d'évaluation devrait mettre en perspective un protocole médical qui vise à identifier s'il n'y a pas des conditions médicales qui seraient sous-jacentes à la présence de ces troubles du comportement. On a parlé de problèmes dentaires, on peut parler de toute une série d'autres problèmes qui sont concernés par les différentes spécialités qui sont évoquées dans cette dia. Alors, j'allais dire que c'est un vœu pieux que de prôner cette perspective d'un protocole médical coordonné, puisqu'à l'heure actuelle, il y a peu d'endroits dans lesquels c'est possible. J'imagine que tous ceux qui sont impliqués dans des services d'accueil ou des services résidentiels ou d'autres types de services euh, qui accueillent des personnes avec déficience ont déjà pu observer combien il est parfois difficile d'obtenir des examens médicaux et voire des soins médicaux. Et a fortiori, lorsque ces personnes présentent des troubles du comportement, c'est parfois une gageure que de trouver un environnement dans lequel tout ça peut avoir lieu. Mais en ce qui nous concerne, c'est quand même je dirais un a priori dans l'abord des troubles du comportement. Il serait un peu aberrant de développer parfois des processus d'observation extrêmement lourds, alors que ce qui génère les problèmes de comportement est une condition médicale qui relève des spécialités dont il est question aussi sur cette dia. Alors, s'agissant des fonctions maintenant, on évoque deux fonctions principales
au comportement problème. La première fonction, c'est d'obtenir des objets, ou pardon, d'obtenir des stimulations qui sont vécues comme désirables par la personne. Et puis l'autre type de fonction, c'est que ces comportements soient là pour éviter ou échapper à des stimulations qui sont vécues comme indésirables par les personnes. Alors dans chacune de ces fonctions, ça va se décliner en deux pans de stimuli. Le premier pan étant des stimuli à caractère interne et le second pan étant des stimuli externes. Ce dernier pan allant lui-même se décliner en deux autres sections qui sont finalement les stimulations externes qui ont un caractère social et puis les stimulations externes qui ont plus un caractère concret, hein, qui sont des objets, qui peuvent avoir un caractère d'objet, d'activité, d'aliment, etc., etc. Donc, on a finalement deux champs de fonctions qui finalement sont copier-coller de l'un et l'autre, sinon que pour la personne, un des champs c'est l'obtention et l'autre champ c'est l'évitement ou l'échappement. La distinction entre évitement et échappement, c'est que on échappe à une situation qui est en cours et on évite une situation qui n'a pas encore lieu. Il a été sans doute nécessaire pour que la fonction d'évitement soit présente, qu'il y ait eu d'abord des fonctions d'échappement. C'est-à-dire que la personne ait eu à connaître la situation indésirable à laquelle elle souhaite échapper et que par la suite, elle produira ses comportements problèmes pour que cette situation n'ait pas lieu. Je vais prendre un exemple clair. Quelqu'un qui n'aimerait pas, enfin une personne qui n'aimerait pas aller à la piscine peut avoir des comportements problèmes dans la piscine euh, et constater qu'effectivement quand elle a ces comportements problèmes, on la sort de la piscine et elle échappe à l'activité. La même personne, après quelques expériences de ce type, pourrait manifester ses comportements problèmes juste avant que le groupe ne parte à la piscine. Et effectivement, constater qu'à ce moment-là, on la laisse dans l'établissement et qu'on ne l'emmène plus à la piscine. À ce moment-là, il s'agira de ce qu'on appelle une réponse d'évitement. Comme vous le voyez ici en bas de la dia, on constate que lorsqu'on fait des études sur les fonctions, globalement, on peut constater que la toute grande majorité des comportements, euh, pour la plus grande majorité des comportements qui ont fait l'objet d'études, on peut trouver une à plusieurs fonctions. Vous voyez qu'on est dans un taux d'identification des fonctions relativement important de 97%. Ça veut dire que dans les études, il y a 3% des comportements des filles pour lesquels on n'a pas pu obtenir de fonctions identifiées. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que ici, 88% des fonctions ont lieu pour attirer l'attention. 27% des fonctions sont là lorsque les personnes sont laissées à elles-mêmes et s'adonnent à des comportements pour obtenir des stimulations internes. Un ensemble de fonctions, ici 41%, sont liées à l'obtention d'objets et que près de trois quarts des fonctions sont là pour échapper à des stimulations qui sont vécues comme indésirables par la personne. Euh, Enfin, on peut constater ici que deux tiers des fonctions ont trait à des fonctions multiples. Effectivement, à nouveau, si on voulait additionner l'ensemble des pourcentages dont il est question dans ce tableau, on aboutirait à un pourcentage bien supérieur à 100%. Ben, le fait est que pour la même personne, les mêmes comportements peuvent avoir des fonctions différentes. C'est-à-dire que la même personne utilise les mêmes comportements pour obtenir ou pour éviter des choses différentes. Et donc ça, c'est un des facteurs qui complexifie évidemment notre travail. S'il n'y avait qu'une seule fonction par comportement, ça rendrait les choses simples. Ici, ce n'est malheureusement pas le cas. Et on le voit un peu dans l'exemple, enfin en tout cas dans les exemples que j'essaie de vous illustrer ici. Ici, on aurait l'exemple dans lequel un seul comportement
permet à la personne d'agir de trois façons différentes sur son environnement, hein. Et je prends l'exemple de se frapper la tête, permettrait à la même personne d'éviter une tâche difficile de temps à autre, d'éviter des maux de tête de temps à autre, d'obtenir à boire de temps à autre et d'obtenir l'attention de temps à autre. On pourrait avoir une configuration inverse qui serait que plusieurs comportements différents ont la même fonction. Ici, on aurait trois comportements: jeter des objets par terre, cracher sur l'éducateur, frapper le coude sur la table, permet à cette personne d'éviter une activité. Les combinaisons les plus fréquentes ne sont ni celle-là ni celle-là. Les combinaisons les plus fréquentes, c'est avoir plusieurs comportements et chacun de ces comportements pouvant avoir plusieurs fonctions différentes. Et donc là, alors, on a une combinaison qui rend les choses beaucoup plus complexes, mais qui est finalement la situation la plus fréquente que l'on va observer. Alors, allons un peu plus loin pour voir ensemble quels sont les outils dont on dispose à l'heure actuelle. Je m'en tiendrai aux deux premiers outils, hein, que sont les guides d'interview et les observations directes, dans la mesure où ce sont les outils qu'on peut utiliser dans le travail quotidien. L'analyse fonctionnelle étant une stratégie qui a un caractère plus scientifique, mais plus contraignant dans sa mise en place, puisque là, dans ce type de stratégie, il s'agit de mettre la personne dans la situation qui est censée générer les troubles de comportement. Et donc là, il y a une dimension de vérification des stimuli que l'on envisage comme étant les stimuli qui provoquent ou alimentent le maintien des troubles du comportement. A priori, il y a une question éthique qui se pose vis-à-vis de l'utilisation de ce type de stratégie. C'est est-ce que c'est bien notre job de mettre la personne dans les conditions que l'on sait devoir provoquer des troubles du comportement? Alors, cette situation est défendable à partir du moment où effectivement il y a une situation d'urgence dans laquelle il est absolument indispensable et nécessaire de connaître rapidement les conditions et de vérifier que ce sont bien ces conditions-là qui génèrent des troubles du comportement. Nous mettons très rarement ce type de situation sur pied, dans la mesure où voilà, il y a cette dimension éthique et puis cette dimension qui est liée au danger que ça représente, puisque là, on va volontairement générer des troubles comportementaux qui peuvent être parfois des troubles qui génèrent une situation de danger pour la personne elle-même lorsqu'il s'agit d'automutilation ou d'agression vis-à-vis d'autrui, lorsqu'il s'agit effectivement de comportements dangereux pour autrui. Donc je m'en tiendrai peut-être dans le cadre de ce cours à vous présenter les deux premières stratégies qui sont des stratégies qui pourraient vous être utiles dans votre travail quotidien. Alors, quels que soient les outils, et donc peut-être je pourrais les citer, les guides d'interview et les observations en direct, quels que soient les outils que l'on veut utiliser, l'objet final de ces outils, c'est d'arriver à ce qui se trouve là en dessous, hein, à cette ligne fonctionnelle que l'on trouve ici en dessous, qui permet d'émettre la fonction du comportement. Et vous allez y retrouver ici, ce n'est pas pour rien que j'ai démarré le cours avec le modèle fonctionnel et ses différentes composantes, puisque c'est ce que nous allons rechercher dans l'élaboration de ces lignes fonctionnelles au travers de l'évaluation fonctionnelle que l'on mène auprès des personnes qui ont des troubles importants du comportement. Vous voyez qu'ici, par-dessus, on illustre le fait que vous pouvez avoir accès à différents modèles de questionnaires. En termes de modèles, ils se ressembleront tous dans le processus qui est suivi au niveau du questionnaire, mais ils peuvent être d'ampleur différente en fonction de la précision que vous attendrez dans les données que vous allez prendre en compte. On peut avoir aussi accès, lorsque les questionnaires ne sont pas suffisants, à des outils d'observation directe du comportement. Donc, dans le milieu de vie, avoir des outils qui permettent de prendre des informations. J'ai dit qu'effectivement, je ne porterai pas d'attention aujourd'hui sur l'analyse fonctionnelle qui est un peu plus spécifique en termes de stratégie, beaucoup plus technique et qui nécessite pour cela un niveau de formation qui nécessite une formation tout à fait spécifique par rapport à ce type de technique.
Alors, guide d'interview, on va revoir un peu ensemble de quoi il retourne. Alors, avec qui sont utilisés ces guides d'interview? Ben, je dirais assez typiquement, les guides sont utilisés dans une équipe, hein, avec aussi l'aide des parents pour avoir une information complète. Mais lorsqu'il s'agit de personnes avec des déficiences modérées à profondes, ce sont généralement les personnes qui connaissent bien la situation de la personne qui vont compléter ces questionnaires, mais lorsque on s'adresse à des personnes dont les capacités de communication sont suffisantes, il est tout à fait intéressant de les impliquer dans le processus même de complétion du questionnaire et donc de voilà, d'utiliser les questions, évidemment peut-être avec des formulations différentes de celles qui sont proposées dans le questionnaire, d'amener effectivement à ce que ces personnes puissent apporter leur part contributive à l'analyse de leur propre comportement. C'est un processus particulièrement intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on va suivre dans ce processus? Ben, c'est un processus dans lequel on va enregistrer toute une série de données qui vont permettre d'émettre ce qu'on appelle les hypothèses fonctionnelles. Oui, ça j'ai peut-être oublié de le souligner. Tout autant j'ai évoqué le fait qu'effectivement les comportements problèmes avaient des fonctions hein, que l'on voit identifier aussi avec des données scientifiques que j'ai souligné tout à l'heure. Euh, il est bien évident que les processus cliniques autour desquels nous travaillons vont conduire non pas à l'identification certaine de la fonction, mais dans bien des cas à des hypothèses de fonction. Et en fait, on est dans une démarche qui aura malheureusement un caractère empirique. C'est d'où la nécessité de suivre l'évolution du comportement. C'est que nous allons émettre des hypothèses qui sont liées aux observations que nous aurons conduites. Mais ces observations vont nous permettre d'émettre des fonctions sur lesquelles nous allons baser nos programmes d'intervention. Mais évidemment, puisqu'il s'agit d'hypothèses, il n'y a pas de certitude que ce soient les bonnes fonctions. Et que donc, ce qui est important dans l'évolution du processus, c'est que l'on puisse continuer à observer l'évolution du comportement lorsque l'intervention va être mise en place et qu'effectivement, sur base d'une évolution positive du comportement, on pourra faire le constat que l'hypothèse était correcte. Mais s'il n'y a pas d'évolution positive du comportement, c'est-à-dire qu'il ne diminue pas en d'autres mots, il faudra peut-être réévoquer la question de l'hypothèse. Peut-être que nos observations n'auront pas été suffisamment fines et suffisamment complètes pour que nos hypothèses aient eu un caractère réellement pertinent. Et donc à ce moment-là, il faudra revenir peut-être sur des processus peut-être plus précis d'observation des comportements. Alors, on suit un processus dans lequel, évidemment, il y a toute une partie de données d'identification, il y a une description du ou des comportements problèmes sur lesquels on va travailler, il y a une description des antécédents, des événements contextuels, des stimuli directs, des routines, des contextes dans lesquels les comportements apparaissent et des contextes dans lesquels le comportement n'apparaît pas. Il y a une description des stimuli conséquents. Et puis enfin, on va émettre l'hypothèse ou les hypothèses fonctionnelles au travers du schéma que vous connaissez maintenant sur le bout des doigts. Et schéma qui va effectivement permettre d'émettre des hypothèses sur ce que la personne obtient ou évite grâce à ses comportements problèmes. Je le rappelle, l'idée c'est d'aboutir à ce type de schéma. Dans un outil que nous avons mis au point, je vous en dirai quelques mots dans quelques minutes, vous pouvez avoir accès à, pour chaque ligne, chaque ligne fonctionnelle, si vous voulez, vous pouvez avoir accès à un outil qui vous permet d'être plus précis dans l'évaluation de la fonction. C'est une échelle d'évaluation de la motivation des comportements problèmes qui vous est proposée. C'est une échelle qui a été mise au point par Durand et Crimmins, pour laquelle il y a une deuxième version et les prochaines versions de l'outil que nous avons mis au point comprendront cette nouvelle version qui est déjà dans une version draft que nous utilisons à l'heure actuelle. Donc l'idée c'est que d'une part vous puissiez émettre
les lignes fonctionnelles telles que vous la voyez ici. Parfois, il n'est pas évident d'identifier la fonction. Pour cela, dans le logiciel que nous avons mis au point, vous pouvez avoir accès à ce type d'outil-là, dans lequel le logiciel vous donnera in fine quelle est la fonction qui est la mieux représentée en fonction des réponses que vous aurez données à l'ensemble des questions qui vous sont posées. Alors ça, c'est le processus qui est lié à un processus questionnaire. Donc l'idée, c'est qu'on mette tout le monde autour de la table et qu'on puisse compléter ce questionnaire en vue d'avoir une information la plus complète possible. Alors parfois ça suffit tout à fait, puisque certains disposent d'informations tout à fait pertinentes sur les raisons pour lesquelles ces comportements sont présents. Il suffit parfois d'avoir cette occasion de mettre tout le monde autour de la table et de profiter des savoirs des uns et des autres. Alors peut-être à titre illustratif, dans ces questionnaires d'évaluation fonctionnelle, il y a une question qui j'imagine va avoir une certaine pertinence à vos yeux, c'est la question suivante. Qu'est-ce que vous feriez demain pour être certain de provoquer des problèmes de comportement chez la personne en question? J'imagine que lorsque l'on pose cette question à des collègues ou à soi-même, on est bien en capacité d'imaginer que si demain on fait ceci ou cela avec cette personne, la connaissant, on est tout à fait certain de voir arriver des troubles du comportement. Alors, quand on a cette donnée-là, c'est qu'on a été en capacité d'identifier les antécédents qui favorisent l'apparition du comportement. Voilà, il y a toute une série d'autres questions qui amènent à ce type de réflexion, mais je pense que ça met en évidence aussi le fait que dans les équipes, que ce soit des équipes parentales ou des équipes professionnelles, il y a beaucoup de savoir. La question est parfois, est-ce qu'on a un outil pour mettre en perspective tous ces savoirs et les utiliser dans l'objet de mettre en place un programme d'intervention. Alors ensuite, on a toute une série d'outils qui sont plus des outils d'observation directe. On va les voir les uns après les autres et en faire une synthèse à la fin. Donc voilà, vous avez toute une liste ici d'outils qu'on va voir maintenant de manière spécifique. Ici, il y a un outil qui s'appelle le scatter plot. C'est ce qu'on appelle un diagramme de dispersion. L'idée ici est peut-être un peu plus modeste que celle de pouvoir identifier la fonction des comportements. Ici, on serait peut-être plus dans la perspective de pouvoir identifier les moments où les comportements sont présents. Et vous le voyez ici dans la colonne de gauche, on peut y noter un certain nombre d'activités ou d'informations qui sont pertinentes par rapport au moment de la journée. Donc, je rappelle un petit peu le principe des diagrammes de dispersion. Ici, nous l'avons fait sur une semaine, on pourrait très bien l'avoir fait sur une journée. Ici, on a un diagramme qui est organisé sur les 7 jours de la semaine et ce diagramme, il est fourni avec des périodes d'observation d'une demi-heure. L'idée est assez simple, c'est qu'on essaie de voir durant chacune des demi-heures si le comportement est présent. Et avec un système de notation qui doit être un système simple, qui permet effectivement aux équipes d'utiliser ce type d'outils dans le travail quotidien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On précise le comportement à observer. Alors si on n'a rien observé, il y a une case vide. On note un 0 dans la case si le comportement n'est pas apparu durant la demi-heure concernée. On note un 1 si le comportement n'est apparu qu'une seule fois durant la période d'une demi-heure. Et on note un 2 lorsque le comportement est apparu plus d'une fois durant la dite demi-heure. Alors dans l'outil que nous avons mis au point, dont je vais dire quelques mots dans quelques minutes, il y a un schéma qui vous est proposé et il suffit effectivement d'aller y noter des 1, des 2 ou des 0 et le logiciel vous donne les pourcentages de représentativité du comportement dans chaque période d'une demi-heure qui vous est fournie, ainsi de même par jour, de montrer quelle est la présence de ces comportements problèmes. Mais évidemment, il ne s'agit pas ici d'avoir identifié la fonction puisqu'on s'interroge seulement sur les périodes durant lesquelles les comportements sont présents.
Mais ça peut être une donnée excessivement importante en termes d'observation, parce que ça permet parfois de se dire, inutile d'aller observer durant les périodes où les comportements ne sont pas là. Focalisons notre attention sur les périodes durant lesquelles le comportement est présent. Mais ça relève aussi peut-être de ce que l'on vient de dire au niveau du questionnaire, c'est qu'il est peut-être aussi fort intéressant de savoir quelles sont les conditions présentes dans les périodes durant lesquelles le comportement n'est pas présent, pour effectivement identifier des conditions d'environnement qui sont favorables au comportement positif de la personne. Alors ici peut-être petit point de détail, c'est que, mais c'est un détail un peu technique, c'est que on va passer de la notion de comportement à la notion d'événement comportemental, dans la mesure où il ne s'agira pas nécessairement d'observer tous les comportements successifs, mais des comportements qui, par le fait qu'ils sont séparés l'un de l'autre d'une durée que l'on précise, permet d'avoir l'hypothèse qu'ils auront des fonctions différentes, ou que potentiellement ils auront des fonctions différentes. Lorsque vous avez des comportements qui se succèdent de manière trop rapprochée, hein, de quelques secondes, voire d'une demi-minute, voire d'une minute, il y a en toute grande probabilité souvent un lien entre les comportements. Le second comportement a souvent un lien avec ce que l'on a donné comme conséquence au premier comportement. Or, ce qui nous importe, c'est le premier comportement, puisque si le premier comportement n'apparaît pas, les autres n'apparaissent pas. Donc, l'idée ici, c'est de distinguer les comportements à partir du moment où ils sont séparés par un espace de plus de 3 minutes. Un espace-temps évidemment, hein, un temps de 3 minutes entre chacun. Donc des comportements qui se succèdent dans les 3 minutes ne sont pas considérés comme des comportements différents et donc on ne considère que l'événement comportemental et pas le comportement. J'espère avoir été assez clair sur ce sujet. Alors, je dirais la grille la plus simple, c'est celle que vous connaissez, qu'on a utilisée au travers des exemples précédents. C'est ce qu'on appelle l'ABC chart. C'est une grille dans laquelle on va aller inscrire les observations que l'on voit apparaître successivement dans le comportement de la personne. Et donc on a une feuille comme celle-là sur laquelle on va pouvoir écrire les comportements, les antécédents, les stimuli conséquents et les événements contextuels dans chacune des cases. En vous rappelant le processus, on note d'abord le comportement, puis on note tout de suite les informations liées aux antécédents, on note les stimuli conséquents et enfin, si l'on a des informations sur des événements contextuels pertinents, on les mettra en dernier lieu dans la dernière case. Donc ça, c'est le modèle, je dirais, le plus simple et vous pouvez mettre finalement une hypothèse de fonction. Je dirais qu'une question simple, c'est à quoi cela sert pour la personne? Et donc ça vous permet effectivement d'encoder simplement les choses. Une autre grille qui ressemble assez fort à celle que je viens de vous proposer, c'est celle-ci. Donc c'est une grille dans laquelle vous avez des lignes qui sont déjà prédéfinies, dans lesquelles vous allez aller encoder, comme nous l'avons fait ici, hein, sur les comportements des personnes, les stimuli conséquents et l'hypothèse fonctionnelle que vous avez envisagée. Alors, on peut avoir ce type de grille, c'est une grille assez ouverte dans laquelle on ne prédéfinit pas des choses. Évidemment, elle a l'avantage de ses inconvénients, les inconvénients de ses avantages, ça dépend dans quel sens vous prenez les choses, c'est que lorsqu'on écrit, ça prend du temps et que la façon d'écrire de chacun ou de décrire une situation par chacun des intervenants risque d'être particulièrement différente. Et donc, c'est un premier abord en termes de glaner des informations sur les comportements qui sont présentés. Ce que nous faisons lorsque ces grilles sont complétées, c'est d'utiliser un autre type de grille qui est un type de grille un peu plus fermé. Donc là, c'est très ouvert. Ici, c'est plus fermé dans la mesure où, dans un petit logiciel Excel que nous utilisons, on va encoder les comportements que l'on a vu observer ici. On va les pré-encoder. On va pré-encoder aussi toute une série d'antécédents que l'on avait identifiés
ici, et on va préencoder toute une série de stimuli conséquents qui avaient été observés ici. Et enfin, il y a toute une série de fonctions ici qui sont évoquées. On a aussi la possibilité ici d'y inscrire des réactions de la personne. Alors, ce qui suffit, et donc ici les événements contextuels sont libres aussi d'inscription. Je dirais que chacune des parties ici que vous voyez est une ligne comportementale. Alors, ça simplifie un peu les choses puisqu'il suffit juste de mettre des croix en face des comportements, en face des antécédents. L'idée aussi, c'est d'économiser le temps d'observation puisque c'est une des clés malheureusement de la non-utilisation de ce type d'outil, c'est le temps que ça prend voilà, pour chaque observation, surtout quand on utilise un modèle ouvert comme celui-là, ça prend du temps de prendre des notes. Ici, en l'occurrence, quelques secondes suffisent pour aller mettre des croix ou rajouter une information qui est liée à chaque ligne. Et donc, lorsqu'on a mis des croix ici pour un premier comportement, lorsqu'un nouvel événement comportemental aura lieu, on passera à la ligne suivante pour décrire à la fois la situation, les stimuli conséquents, ainsi de suite. Vous avez maintenant compris le processus. Donc ça, c'est un second modèle. Il est plus fermé. On peut y rajouter des antécédents, on peut y rajouter des comportements, on peut y rajouter des stimuli conséquents, idem pour les événements contextuels, idem pour la réaction de la personne, mais on a un système qui effectivement est un peu plus fermé sur les données que l'on va encoder, avec l'avantage d'avoir plus de cohérence dans les données qui sont enregistrées. J'insiste peut-être déjà sur un des points, c'est que observer un comportement et procéder à une observation fonctionnelle, ce n'est pas seulement mettre des croix dans les cases. Lorsque vous aurez complété un certain nombre de grilles comme celle-ci, un certain nombre de lignes fonctionnelles, il s'agira que quelqu'un reprenne l'ensemble de ces feuilles pour décoder l'information, pour la mettre en forme et pouvoir tirer des conclusions. Donc, je dirais qu'un processus dans lequel on complète beaucoup de grilles et où ces grilles aboutissent dans un classeur, c'est probablement un processus totalement inutile et on peut peut-être consacrer son temps à autre chose. Ici, l'idée, c'est de compléter un certain nombre de lignes fonctionnelles et puis que quelqu'un, vous-même, le psychologue de l'établissement ou quelqu'un qui dédie un petit peu du temps à cela, puisse reprendre ces données-là et mettre les choses en perspective. Je montrerai tout dans quelques minutes un outil avec lequel nous travaillons. Nous avons élaboré des outils Excel qui traitent les données pour les croiser les unes avec les autres et fournir une information pertinente en termes de graphique sur pourquoi ces comportements sont là à tel ou tel moment et quelles conséquences sont données à tel ou tel comportement et pas d'autres, etc., etc. Autre façon d'encoder, je dirais, qui rend dans le même esprit, c'est de faciliter la notation des comportements. C'est un peu ce type de grille dans lequel les comportements vont être définis ici. Crie, tape du pied, gifle, résiste. On les a décrits ici en décrivant plus précisément la façon dont ces comportements apparaissent. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais de topographie du comportement. Eh bien, c'est bien de cela dont on veut parler. C'est une gifle, c'est frapper le visage ou la tête avec la main ou le poing. Ok, et donc pour cette personne, lorsqu'on note gifler, c'est un peu ça que ça veut dire, ainsi de suite pour les autres comportements. L'idée ici, c'est que on va coder chaque élément à observer. Donc ici, en l'occurrence, quel est le contexte ou l'activité? Il y a le contexte lavabo, toilette, à table en groupe, à table la collation, avec l'enseignant et le paramédical. Vous voyez qu'il y a des contextes qui sont parfois des contextes structurels ou des contextes humains. Pour les antécédents, c'est pareil. On a aussi toute une série d'antécédents qui vont être identifiés, une série de stimuli conséquents et quelles sont les réactions de la personne et la fonction que l'on perçoit au comportement. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'on peut noter chaque fois plusieurs infos. Comme vous le voyez ici,
il y a trois comportements différents qui sont apparus à 14h03, le 1, le 2 et le 4. Et à 14h07, le 1, le 2 et le 3. Par contre, à 14h12, il n'y a que le 3 qui est apparu. Et on peut noter plusieurs antécédents seraient liés effectivement à la même situation. Ainsi de suite pour les contextes, ainsi de suite pour les stimuli conséquents et pour les fonctions perçues pour le dernier comportement étant à aider, obtenir l'attention et obtenir de la nourriture sont signalées comme les fonctions pertinentes. Donc on a ici un autre système de codification qui n'est pas le même que celui-là, mais qui a pour objet de simplifier aussi également. Alors ça dépend de la facilité ou en tout cas de l'aisance que l'on a à utiliser l'un ou l'autre. On va avoir encore d'autres modèles et en particulier ce qu'on appelle un modèle tabulaire d'enregistrement des données. Vous voyez ici que dans le logiciel dont je parlerai à nouveau dans quelques minutes, un modèle vous est proposé pour ça et le logiciel qui vous est proposé traite les données lorsque vous les encodez et vous fournit une information. Alors la question c'est d'encoder les informations de la manière suivante. On a ici les comportements à observer qui sont ici déclinés. Mordre, se frapper la tête, se mordre, mais c'est vous qui définissez les comportements. Il y a une feuille vierge qui permet de définir ces différents comportements. On va définir aussi les contextes à observer qui sont des contextes de lieu ou des contextes opérationnels. Donc ici, on a tous les lieux qui sont, je dirais, pertinents pour la personne vis-à-vis de laquelle on a procédé à cette évaluation. Les contextes opérationnels, est-ce que c'est un refus, une frustration, est-ce qu'il est seul, pas d'attention, etc. Quelles sont les fonctions? Ce sont les fonctions qu'on a déjà évoquées et quels sont les stimuli conséquents dont on vient de parler. Ça permet ici sur chaque ligne d'y indiquer les différentes informations qui apparaissent à chaque période d'observation. Ici, le premier comportement, c'est s'asseoir. C'était durant une transition, c'était pour éviter la consigne qui était donnée et en termes de stimuli conséquents, on a insisté. Le premier événement comportemental est passé, c'est le second qui apparaît. On passe à la deuxième ligne en précisant l'heure à laquelle l'observation a été menée, ainsi de suite, pour avoir, comme ça vous le voyez, toute une série de lignes d'événements comportementaux qui sont indiqués. Tout cela permet de procéder à une analyse. Effectivement, les grilles, je l'ai dit, ne se suffisent pas à elles-mêmes. Ça nécessite parfois un réencodage des données pour permettre un croisement de celles-ci et offrir un traitement des informations. Dans le logiciel qu'on a élaboré, les choses se font quasi toutes seules et vous permettent d'obtenir des informations comme celle-ci. Quelle est la prévalence, en tout cas la proportion d'apparition de chacun des comportements présentés par la personne. Ici, en l'occurrence, c'est se frapper qui représente le plus de comportements. S'asseoir par terre représente un quart des comportements et ainsi de suite pour les autres. Alors, ici, on va avoir une information en fonction des différents contextes. Quels sont les comportements qui apparaissent le plus? Entre guillemets, pour les données que l'on a réunies, c'est effectivement dans ce contexte de promenade où les comportements sont les plus fréquents et où effectivement on va avoir se frapper et s'asseoir. Ce que vous voyez, c'est que en fonction des différents environnements, ce ne sont pas toujours les mêmes comportements qui sont utilisés par la personne. C'est déjà une donnée qui vous permet de savoir que certains environnements promeuvent de manière plus spécifique les comportements. On voit ici en particulier que quand il y a une transition entre des personnes, ce n'est pas un contexte qui fait apparaître des comportements ou voire de manière très très faible ces comportements. Là où ça devient évidemment plus intéressant, c'est lorsque on croise les données en termes de fonctions. On voit qu'effectivement ici des fonctions sont pleinement remplies par les comportements. C'est ici éviter une activité. Et ce que l'on voit, c'est que cette fonction d'éviter les activités, c'est un peu ce que j'expliquais là tout à l'heure avec le petit schéma, un comportement, plusieurs fonctions, plusieurs comportements pour une fonction. C'est le cas ici. On a 4 types de comportements pour cette fonction-là. Par contre, certaines fonctions ne sont remplies que par un seul comportement. Éviter de la nourriture ou éviter du bruit.
ce ne sont des fonctions qui ne répondent qu'au comportement se frapper. Alors, une stratégie peut être de se dire, mais n'observons qu'un seul comportement. En l'occurrence, ici, celui qui aurait cette stratégie de ne pas observer tous les comportements, on voit que le comportement frappé est relativement fréquent. Bah, si je n'observais que le comportement se frapper, pardon, c'était se frapper et pas frapper, c'est se frapper, en fait, celui qui utiliserait la grille d'observation uniquement en ne prenant en compte que se frapper, ça lui permet d'observer quasi toutes les fonctions. Hein. Donc on voit ici que se frapper est utilisé pour obtenir l'attention, pour obtenir des objets ou une activité, pour obtenir des stimulations, pour éviter de la nourriture, éviter du bruit, éviter une activité, et ici pour une fonction. Et c'est une fonction qui n'en est pas une puisque c'est je ne sais pas. Alors je dirais que j'y reviendrai dans une minute après avoir fait le commentaire. Il est bien évident qu'en termes de stratégie d'intervention, il y a deux secteurs qui vont être particulièrement intéressants à développer. C'est comment permettre à cette personne d'éviter une activité autrement que par ses comportements problèmes. Ça va être la première fonction qui est remplie, qui a été identifiée. Ce sera probablement une des plus pertinentes. Et puis la seconde, c'est celle-là. Hein. Et on voit que finalement, il y a des comportements qui sont assez similaires pour ces deux fonctions-là, mais il va falloir répondre aux fonctions et pas au comportement. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse travailler là-dessus. Je reviens un peu à cette espèce de fonction qui n'en est pas une, c'est je ne sais pas. Ça provient effectivement d'un ensemble de données. Ici, vous voyez qu'il y a la colonne je ne sais pas. Hein. Il est malheureusement très probable que durant les premiers temps, voire les premiers mois, durant lesquels ceux qui vont être intéressés par ce type de stratégie vont utiliser des outils d'observation des fonctions, il est très probable que dans les premiers mois, il y ait de nombreuses données du type je ne sais pas quand on veut évaluer la fonction. Effectivement, comme tout outil, c'est l'expérience qui va être la plus importante pour affiner un peu vos talents d'observateur, vos talents d'observateur fonctionnel. C'est pas donné, voilà, c'est pas nécessairement aussi évident. C'est pas après avoir suivi une formation qu'on est totalement compétent pour, ou alors c'est une formation au long cours. Hein, mais ce n'est pas nécessairement à l'issue de cette formation que on est tout à fait compétent. C'est l'usage, je dirais, quotidien, mais peut-être plutôt, utilisons le mot fréquent, hein, de ce type d'outils qui amène à plus de précision et plus de sensibilité à ce qu'est cette notion de fonction des comportements problèmes. Donc, il n'est pas rare qu'effectivement, ici, on ait beaucoup de je ne sais pas dans un premier temps, et puis au fur et à mesure du talent d'observateur qui va se travailler, on est ce nombre de je ne sais pas qui diminue progressivement au bénéfice d'avoir plus de fonctions bien précises. Alors, il y a différents outils qui existent déjà, qui sont des outils sur tablette. Nous sommes en train d'en développer un en français. L'idée, c'est qu'effectivement, on puisse avoir un outil portable qui permette, au-delà du papier, d'avoir une information rapide et un traitement des données quasi instantané. À l'heure actuelle, il y a une forme de désynchronisation entre l'observation et l'encodage des données et le traitement des données. Ce qu'on souhaiterait faire à l'avenir, c'est avoir un outil, je dirais, plus immédiat, d'avoir des données qui rapidement vont être utilisables par les uns et par les autres. Alors, peut-être simplement souligner que, bien sûr, c'est peut-être l'avenir, mais c'est pas le miracle non plus, puisque la qualité des hypothèses qui vont être émises est liée spécifiquement à votre talent d'observateur. Et donc, ces outils ne remplaceront jamais la qualité clinique de vos observations. Ce ne sont que des outils qui mettent en forme les données que vous avez introduites. Si évidemment les données que vous avez introduites dans ces outils ne sont pas de bonne qualité, vous aurez de très jolis graphiques, mais qui ne ressembleront en rien à la validité clinique des observations qui ont été menées. Et donc ça, c'est le grand danger évidemment de ces outils. Les chiffres ne veulent rien dire.
si ce qu'il recouvre n'est pas de bonne qualité. Ça, c'est un des problèmes qui sera rencontré dans les prochaines années si on va promouvoir ce type d'outil. Alors, depuis quelques minutes, je vous parle d'un outil que nous avons mis au point. Vous savez sans doute qu'avec Guillaume Agerotte, on a produit un ouvrage il y a déjà quelques années qui a été déjà 2 fois réédité et pour lequel nous allons travailler sur une réédition mais complète de l'ouvrage dans 2 ou 3 ans. Dans cet outil, il y a un ensemble d'outils qui vous sont proposés qui s'appelle Impact. C'est disponible soit en CD-ROM dans l'outil, soit en téléchargement sur le site de DeBook. C'est un outil qui vous permet sur une base d'une plateforme Windows. Alors ça ne fonctionne pas sur Mac, même s'il est possible de transférer les fichiers sur Mac et de les utiliser de manière décomposée. Si ça vous intéresse, si vous avez acheté l'ouvrage, prenez contact avec moi, je vous fournirai tous les fichiers décomposés pour que vous puissiez les utiliser sur Mac, mais a priori le logiciel est fait pour travailler sur Windows avec un système d'installation et vous avez tous les outils dont je vous ai parlé. L'évaluation fonctionnelle abrégée, ce sont les questionnaires simplifié. Vous avez des questionnaires qui sont beaucoup plus détaillés dans la version approfondie. Vous avez tous les outils d'observation fonctionnelle, c'est-à-dire scatterplot et l'outil tabulaire que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Vous avez un outil pour élaborer les plans d'intervention. Vous avez aussi une facette qui est fort importante que je vais évoquer dans quelques minutes, qui est la facette des compétences. Quelles sont les compétences fonctionnelles de la personne. Donc on ne parle plus des comportements problèmes, on parle ici des compétences de communication et tout l'aspect motivation. Qu'est-ce qui motive cette personne de manière positive? Il y a toute une grille d'évaluation qui vous est proposée. Alors il y a toute une partie ici information. Alors quels sont les syndromes génétiques qui sont plus spécifiquement associés avec les troubles du comportement. Et là, vous avez déjà une première description des syndromes génétiques qui sont connus pour être associés aux troubles comportementaux. Et vous avez aussi dans le fichier qui apparaît tous les liens qui sont disponibles vers Orphanet. Qui est un site internet extrêmement intéressant sur les syndromes génétiques et les différentes maladies génétiques qui sont connues. Et donc les liens sont déjà établis. Vous avez aussi un petit logiciel qui concerne les médications et donc sur base des molécules ou des noms commerciaux des médicaments, vous avez les effets primaires qui vous sont présentés et l'ensemble des effets secondaires également ou des contre-indications pour chaque type de médication. Lorsqu'on est en réunion et qu'on veut un peu savoir, tiens, en fonction de la médication de telle ou telle personne, quels sont les effets attendus et les effets secondaires, on peut y avoir un accès assez aisé à cette information-là. Enfin, il y a une série de, de liens utiles ici, manuel d'utilisation du logiciel, la version imprimable de tout le questionnaire, il suffit de cliquer là et tout le questionnaire va être disponible en version imprimable, il y a des liens, ainsi de suite, et puis on peut enregistrer évidemment le fichier dans lequel on a encodé toutes les données relatives à la personne. Voilà, j'espère que ça vous est utile. Ici, vous avez une description de ce qu'on peut trouver dans Impact. C'est le nom qu'on a donné à ce logiciel. Et vous voyez ici que vous avez en fin de parcours toute une série de plans qui vous sont présentés. Il y a le plan de mise en place du processus, il y a le plan fonctionnel, il y a le plan de support positif. Et puis, vous avez aussi un outil d'évaluation de votre mise en place de tout le processus. C'est une évaluation un peu qualitative de votre processus. Est-ce que votre processus est de qualité? Voilà, donc vous avez ici le détail de tout ce que vous pouvez trouver sur cet outil Impact qui verra une évolution importante dans les 2 prochaines années puisqu'on va essayer de lui donner une version plus moderne, soit dans une version web, soit dans une version sur une application. Je le disais il y a quelques minutes en vous présentant Impact, il y a une dimension qui est une facette un peu méconnue à l'évaluation fonctionnelle, c'est l'évaluation positive.
Et pour nous, c'est une partie de la démarche qui est une partie importante, c'est, si vous voulez, de balancer l'aspect négatif que représentent les comportements problèmes par un aspect positif du fonctionnement de la personne. Très souvent, la personne, lorsqu'elle présente des comportements relativement importants, n'est plus vue qu'au travers de ces comportements problèmes. Et c'est comme si finalement tout ce qu'elle est en termes de compétences, de capacités, n'existe plus ou n'est plus nécessairement vu au quotidien comme une partie importante de son fonctionnement. Et si vous voulez, l'idée de remettre en évidence l'ensemble de ces facettes positives permet de rééquilibrer un petit peu l'image que l'on a de la personne. C'est déjà une grosse partie du processus de traitement des troubles du comportement, c'est que finalement on puisse aussi voir cette personne dans ses capacités. Et donc tout autant, je vous l'ai dit, dans l'évaluation fonctionnelle, on essaie de mettre en évidence quels sont les environnements qui sont positifs pour la personne, c'est-à-dire les environnements qui promeuvent le moins l'apparition des comportements problèmes, mais on va aussi s'intéresser à ses forces et à ses intérêts, quelles sont ses compétences, ses capacités, quels sont ses intérêts, ses motivations, et il y a toute une facette de cette évaluation qui est prévue dans le logiciel Impact. Alors venons-en maintenant à la partie intervention et notre démarche, comme celle de bon nombre de spécialistes des troubles du comportement au niveau international, s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle Positive Behavioral Support, Positive Behavioral Support, dans lequel effectivement on va avoir une démarche comme comme c'est intitulé dans le titre, une démarche positive. Alors on pourrait peut-être faire cet exercice intellectuel, c'est de se dire que l'aspect positif, on peut se poser la question de savoir si il est sur la nature comportementale du soutien ou s'il est sur le soutien lui-même. Et donc, là, ben, c'est un exercice intéressant dans la mesure où effectivement, est-ce que la façon dont on soutient la personne est positif ou est-ce que c'est l'aspect des comportements positifs que l'on soutient? Ben, vous allez voir finalement que c'est les deux qui vont être importants. C'est que la façon dont on le fait doit avoir un caractère positif et que ce qui va nous préoccuper finalement, c'est le développement des comportements positifs. On pourrait dire que finalement, punir le comportement de quelqu'un ne lui a jamais appris à faire ce qu'il doit faire à la place. Et donc, tant que l'on n'aura pas développé des comportements positifs qui peuvent prendre la place des comportements problèmes, des comportements négatifs, très probablement que notre démarche sera vouée à l'échec. Alors, à quoi va-t-on être attentif dans cette démarche de support comportemental positif? C'est tout d'abord une première partie, et c'est la plus importante, c'est la partie de la prévention, c'est-à-dire faire tout pour que ces comportements n'apparaissent pas. Malheureusement, lorsqu'ils apparaissent, lorsqu'il vient d'arriver, on n'a pas toujours le choix de la réaction que l'on va pouvoir mener. Si cette personne est dangereuse pour elle-même ou pour autrui, on n'aura peut-être pas nécessairement le choix de dire, ben voilà, je ne vais pas regarder ce comportement parce que j'ai bien compris qu'il attire l'attention avec ce comportement. Malheureusement, on va être très souvent amené à intervenir vis-à-vis du comportement. Donc l'aspect prévention est excessivement important. Deuxième facette, c'est la facette de l'apprentissage, c'est apprendre des comportements qui vont prendre la place du comportement lui-même, du comportement problème que l'on veut voir disparaître. Troisième facette, c'est est-ce qu'il y a des moyens de réagir à ces comportements qui vont engendrer moins de probabilité de réapparition du comportement à l'avenir. On en parlera dans quelques minutes. Et enfin, le support comportemental positif pose la question des systèmes. En effet, avoir un excellent programme qui portera sur les trois facettes dont je viens de parler est lié, en tout cas l'efficacité de cet excellent programme est nécessairement liée à la capacité des systèmes à les mettre en place. Alors vous pouvez avoir des spécialistes qui viennent pour élaborer des programmes d'intervention. Si au sein même des établissements, personne n'est à même de mettre en place et
et en action ces programmes. Le programme a beau être existant, ben finalement il sera très peu porteur d'effet parce qu'effectivement le système est dans l'incapacité de le mettre sur pied. On a le même phénomène lorsqu'il y a des désaccords dans les équipes vis-à-vis des projets qui sont à mener. C'est le système qui pose plus de problèmes que le programme lui-même et ça ne met pas en cause l'efficacité du système. Il en est de même pour la durée des interventions. Malheureusement, trop souvent, les systèmes considèrent que des interventions au long cours ne sont pas possibles. Pourtant, pour des personnes qui présentent des comportements problèmes depuis de nombreuses années, il est rare que l'on puisse avoir des effets à très très court terme d'une stratégie. Il va sans doute falloir avoir une stratégie qui va s'installer dans la durée pour avoir un espoir que ces comportements s'amenuisent progressivement. Alors revenons maintenant sur les trois premiers aspects. La prévention, elle va porter sur des changements dans l'environnement afin de rendre les comportements non significatifs. Je repars sur les deux vidéos qu'on a vues dans la deuxième partie du cours qui étaient relatives, vous vous souvenez, à cette séquence où cette maman demande à la jeune fille de mettre la table pour 4 personnes. Ce que l'on a fait finalement, c'est changer l'environnement afin que les comportements d'automutilation n'aient plus aucune signification, puisqu'ils n'avaient plus d'utilité, puisque effectivement l'environnement ne rendait plus nécessaire l'apparition des comportements. Deuxième phase, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre les comportements appropriés qui rendent les comportements problèmes inefficaces. Ça veut dire que si les comportements appropriés que l'on apprend sont aussi efficaces, voire plus efficaces que les comportements problèmes, finalement les comportements problèmes n'ont plus vraiment de raison d'être dans le répertoire comportemental des personnes dont nous nous occupons. Enfin, c'est de mettre en place des modalités de réaction afin de s'assurer que l'on renforce plus et de manière plus puissante les comportements positifs que ce que l'on fait vis-à-vis des comportements problèmes. Et donc, on portera une attention ici à nouveau sur les comportements positifs qui sont développés et de s'assurer qu'effectivement on les renforce de manière plus significative que l'on ne renforce les comportements problèmes comme c'était le cas par le passé. Alors, les interventions qui vont avoir lieu sur les événements contextuels vont porter sur différents aspects. D'une part, c'est promouvoir des protocoles systématiques de soins médicaux. Ça, j'en ai déjà parlé, mais souligner le fait que c'est pas parce que c'est dit que c'est facile. C'est malheureusement encore, il y aura encore de gros efforts à promouvoir pour que les choses se fassent à cet égard. On va minimiser la probabilité d'apparition d'un événement contextuel. C'est pas nécessairement possible dans tous les cas. Enfin, si je prends effectivement une condition malheureuse d'événement contextuel qui est le décès d'un parent, il est bien évident qu'on n'a aucune marge de manœuvre sur le fait de minimiser la probabilité d'apparition de ce type d'événement contextuel. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est diminuer l'impact de l'événement contextuel en ayant des démarches qui ont une certaine proaction. Et en particulier, si on parle du décès, c'est qu'est-ce que l'on peut faire vis-à-vis de cette personne pour qu'elle puisse mieux comprendre ce qu'est le décès de quelqu'un, qu'on puisse peut-être objectiver les choses en emmenant cette personne au cimetière pour objectiver le lieu où maintenant cette personne se trouve. Et donc on n'agit plus sur l'événement contextuel lui-même, mais on agit sur l'impact de l'événement contextuel afin d'en diminuer peut-être pas l'importance initiale, mais en tout cas en minimiser l'impact psychologique que cela peut avoir vis-à-vis des personnes. Enfin, on peut parfois utiliser des routines qui sont ce qu'on appelle des routines de neutralisation. Lorsqu'on a observé que certains événements contextuels sont présents certains jours, et provoque des comportements problèmes dans la suite de la journée, mais que l'absence de ces événements contextuels d'autres jours ne provoque pas ces comportements problèmes. L'idée, c'est que si l'on est averti de la présence de l'événement contextuel les jours
dans lesquels on va voir plus de comportements problèmes, à ce moment-là, on va démarrer la journée par une routine un peu différente, afin de diminuer l'impact de l'événement contextuel. L'idée, c'est de ne pas démarrer tous les jours de la même façon, afin que, si vous voulez, l'événement contextuel soit, comme on le dit, neutralisé par une routine qui va soulager la personne, diminuer la situation de stress ces jours-là. Alors maintenant, lorsqu'on va s'intéresser aux questions relatives à la prévention, à l'apprentissage et au modèle réactionnel, on peut évoquer ici toute une série de stratégies. On en verra de manière plus spécifique quelques-unes dans un des transparents suivants. L'idée, c'est que le grand standard des proactions vis-à-vis des troubles du comportement, c'est l'augmentation de la prévisibilité. L'imprévisibilité est génératrice de beaucoup d'anxiété. Alors, on pourrait dire oui, est-ce que ça ne concerne que les personnes qui ont des déficiences? Bien évidemment non. Si vous viviez dans un environnement qui est de manière systématique ou très fréquent, imprévisible, si vous ne saviez jamais à quelle heure vous finissez votre travail, si vous ne savez jamais à quelle heure ou à quel moment arrivent les événements dans votre vie, la situation du Covid à l'heure actuelle nous met un petit peu dans cette situation d'imprévisibilité. C'est qu'effectivement, ce qui génère beaucoup d'anxiété, c'est finalement qu'on ne puisse pas prévoir la fin de la situation que l'on vit. Il en est un peu de même pour les personnes qui ont de l'autisme, mais c'est un vécu plus quotidien et plus fréquent que celui que nous vivons nous-mêmes. Et donc voilà, en termes d'outils pour augmenter la prévisibilité, vous en avez ici quelques-uns qui vous sont montrés, ces horloges truquées qui permettent de voir le temps passer pour chacune des activités qui sont prévues là sur le côté en fonction d'un code de couleur, les systèmes de timer qui permettent de prévoir la durée d'une activité ou la durée d'une attente. C'est extrêmement important en termes de prévisibilité. Il y a plein d'autres outils qui existent. En termes de prévisibilité et en termes d'antécédents, les carnets de règles. Si vous voulez rendre les règles explicites, qui permet effectivement aux personnes de s'adapter. En termes de règles explicites, je montre un petit peu, j'illustre un peu le propos avec le support visuel ici. Il s'agissait d'une jeune demoiselle qui était très fréquemment déshabillée au domicile et se déshabillant dans n'importe quelle pièce ou étant déshabillée dans n'importe quelle pièce du domicile. Ce que nous avons fait dans son environnement familial, c'est barrer les pièces dans lesquelles on ne peut pas être déshabillé et laisser une pièce dans laquelle il est autorisé de se déshabiller. Chaque fois que cette demoiselle commençait à se déshabiller, on lui disait non, pas ici, et on l'envoyait dans cette pièce où c'était autorisé. Au bout de quelques temps, puisque les règles sont claires, qu'elles sont appliquées avec cohérence, effectivement, on voit diminuer ce comportement et le rendre plus adapté, puisque effectivement il y a un lieu dans lequel ce comportement peut être accepté. C'est souvent un des enjeux de comportement problème. L'interdit permanent est extrêmement difficile à rechercher. Par contre, des interdits ciblés et une situation dans laquelle le comportement est permis génère souvent une capacité effectivement adaptative à la fois pour l'environnement et pour la personne. Les contrats de comportement qui vont avoir un caractère positif, c'est-à-dire quels sont les comportements acceptables et quels sont les comportements inacceptables, avec évidemment un tarif lié aux bénéfices que l'on va avoir à respecter les termes du contrat. L'adéquation du niveau d'activité et voire de l'organisation même des tâches, c'est-à-dire est-ce que le niveau correspond bien aux capacités de la personne, est-ce que les tâches qui lui sont proposées sont correctement organisées pour être compréhensibles. Je vous renvoie à toutes les discussions, enfin en tout cas à toute la partie de l'exposé, puisque nous n'avons malheureusement pas eu de discussion sur le sujet, à toutes les parties d'exposé qui avaient trait à ces questions-là. L'aménagement des espaces physiques, puisqu'effectivement les espaces physiques promeuvent parfois la présence des troubles du comportement. Si on n'aménage pas ces espaces, ils continueront à promouvoir les troubles comportementaux. Insister sur l'aménagement de votre communication.
c'est-à-dire votre communication, vos consignes par exemple, font partie des antécédents qui promeuvent les troubles du comportement. Si nous n'adaptons pas notre communication, par exemple ici en utilisant nous-mêmes des systèmes imagés parce que la personne est déficitaire en termes de communication verbale, si on continue à ne pas aménager notre communication, on continuera à vivre des troubles du comportement. Par contre, en aménageant notre communication, on engendre un environnement en termes d'antécédents qui favorise moins l'apparition des comportements problèmes. En termes d'antécédents, une stratégie est celle de ce qu'on appelle les consignes parsemées. L'idée là derrière, c'est de ne pas confronter la personne à la consigne qui génère les troubles du comportement de manière frontale. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les consignes parsemées? On va réunir un ensemble de consignes auxquelles la personne répond aisément. Ces consignes vont lui être données de manière successive et la dernière consigne sera la consigne à laquelle elle résiste le plus. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est de vaincre ce qu'on appelle le moment comportemental. Le moment, c'est l'inertie qu'a une personne à s'engager dans des comportements attendus. Vous avez ce phénomène avec des personnes qui sont très opposantes. Si vous leur donnez la consigne de ce que vous attendez directement, le phénomène d'opposition, d'inertie comportementale joue à plein. Et donc là, vous avez une personne qui résiste à la situation que vous lui proposez. Si maintenant, vous lui donnez des consignes qui sont extrêmement simples à réaliser, elle a beaucoup plus de facilité à s'engager dans une activation. Et à ce moment-là, lorsque, si vous voulez, le mouvement est en route, on peut donner la consigne qui pose le plus de problèmes. Et il y a une adhésion peut-être plus facile parce que la personne n'est pas frontalement confrontée à la situation qui lui pose le plus de problèmes. Et enfin, si vous avez identifié des facteurs qui sont déclencheurs des comportements problèmes, il est de notre réflexion de savoir dans quelle mesure on peut aménager, voire supprimer ces facteurs déclencheurs. En termes d'apprentissage, on va envisager toute une série d'apprentissages différents. Et une des formes d'apprentissage, on en a vu un exemple tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la communication fonctionnelle. Attention, ici, la communication fonctionnelle ne veut pas dire nécessairement communication non verbale ou communication alternative. Ici, ce que l'on envisage, ce sont les compétences de communication qui remplacent la fonction même du comportement problème. C'est ça que ça veut dire fonctionnel. Si le comportement est là pour dire stop, ou est là pour dire non, apprenons le comportement qui permet de dire stop et qui permet de dire non. Avec pour conséquence, effectivement, le fait que l'on respecte la communication que vient d'émettre la personne, en tout cas durant un temps suffisant pour que ce nouveau comportement fonctionnel et positif et approprié prenne de la valeur pour la personne. Par la suite, on pourra aménager un peu les choses pour ne pas nécessairement répondre toujours de façon aussi formelle à ces demandes qui sont faites. Donc ici, j'insiste bien sur le fait que c'est bien une fonction qui remplace le comportement problème, la fonction du comportement problème. Deuxième secteur, c'est l'apprentissage de compétences d'autonomie au niveau de l'occupation. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a évoqué les événements contextuels, la question de pouvoir s'occuper seul durant des temps de loisirs ou des temps vides est une question excessivement importante. Et il s'agit effectivement de développer une capacité d'autonomie dans ce domaine, une capacité d'autonomie aux loisirs, aux jeux, etc. Ou une capacité d'autonomie à rester sans activité pour une durée limitée dans le temps. C'est aussi une compétence que l'on peut développer. Mais évidemment, peut-être que ce type de compétence doit prendre place dans les programmes éducatifs dès l'enfance et ne pas s'interroger sur ce type de questions simplement à l'âge adulte lorsqu'on rencontre des problèmes. Favoriser l'autonomie personnelle, que les personnes puissent se débrouiller par elles-mêmes pour toute une série de choses, pour s'habiller, se laver, se servir à boire, ce qui permet parfois de dépasser les problèmes d'organisation d'une structure d'accueil. Effectivement, quand on est confronté à des personnes plus autonomes, on peut leur donner sans doute plus de liberté, plus de marge de gestion de leur vie
quotidienne, donc c'est extrêmement important en termes d'apprentissage. L'apprentissage des scénarios sociaux, vous savez qu'il y a un cours qui porte sur cette question-là. J'aborderai la question dans ce cours-là, mais manifestement ici, les scénarios sociaux sont des solutions dans lesquelles on apprend aux personnes des solutions alternatives aux situations dans lesquelles elles sont en problème pour trouver, si vous voulez, des solutions à des situations qui leur posent souci. Apprendre à comprendre les autres, évidemment en termes de théorie de l'esprit, c'est extrêmement important. Évidemment, ce n'est pas nécessairement comprendre l'entièreté des phénomènes de l'humanité, mais c'est apprendre aussi quelques outils qui permettent de comprendre comment fonctionnent les autres. Vous savez qu'il y a un ouvrage de Patricia Olin qui était traduit par Patrick Chambre qui traite de ce sujet. Je vous renvoie sur le site de The Book pour cet ouvrage-là. Les jeux de rôle, lorsque on s'adresse à des personnes qui ont un certain nombre de capacités sociales, est extrêmement intéressant. Ça permet d'entraîner les compétences sociales, d'entraîner dans un contexte hors contexte réel, d'adopter des comportements, des compétences qui permettent de réagir dans la vie de tous les jours à des situations qui posent souci pour les personnes. Tout ce qui concerne le self-management, ça mériterait quasi un cours en soi-même. L'idée, c'est d'apprendre à la personne à s'autogérer. Il y a différentes facettes à l'automanagement. Il y a le fait que les personnes soient rendues capables d'identifier quels sont les bons comportements, quels sont les mauvais comportements. Une deuxième phase, c'est de rendre les personnes capables d'identifier qu'elles manifestent les uns et les autres. Troisième stratégie, c'est d'apprendre aux personnes à se renforcer lorsqu'elles manifestent de bons comportements et de mauvais comportements. Et entre la phase 2 et la phase 3, apprendre aux personnes à s'auto-évaluer, c'est-à-dire à noter lorsqu'elles présentent des comportements problèmes et lorsqu'elles présentent de bons comportements. Et donc, au travers de ces différentes phases, on apprend à ces enfants, à ces adolescents, à se gérer eux-mêmes et à valoriser plus les comportements positifs que les comportements négatifs. Il y a toute une série de stratégies intéressantes à développer à cet égard. Et puis enfin, il y a toute une série de stratégies basées sur les renforcements différentiels. Je vous propose d'aborder cette question dans quelques minutes, après avoir abordé la question des réactions, puisque on va voir que les choses se rejoignent à certains moments. Alors, en termes de réaction, c'est-à-dire les actions qu'on peut mener au niveau des stimuli conséquents, tout autant on a bien compris que dans l'apprentissage, il va falloir que l'on valorise les comportements positifs émis par les personnes, et donc ça va être un travail vraiment de stimulation des comportements positifs, tout autant lorsque les comportements problèmes continuent à apparaître, est-ce que nous avons quelques stratégies qui permettent de diminuer la possibilité que ces personnes puissent être renforcées par leur environnement ou voire renforcées par elles-mêmes. Oui, certaines existent. Elles sont par ailleurs, elles posent par ailleurs quelques problèmes d'implémentation dans la vie de tous les jours. On peut parler d'une stratégie que vous connaissez sans doute, qui est celle de l'extinction. Et lorsque les stimuli conséquents sont des stimulations sociales, on parlera d'indifférence. L'idée, c'est de ne pas octroyer à la personne le stimulus conséquent dont elle bénéficiait grâce à ces troubles du comportement. On a évoqué dans la partie 1 du cours cette situation au grand magasin où l'enfant obtient une petite voiture. J'ai tout de suite imaginé que certains d'entre vous avaient tout de suite émis l'hypothèse de ne plus lui donner la petite voiture pour éteindre le comportement des crises au grand magasin. C'est bien de cela dont il s'agit. Et vis-à-vis de l'indifférence, ce sera de dire je ne le regarde plus ou je ne lui porte plus d'attention lorsqu'il manifeste ses comportements. Alors, c'est une stratégie très efficace, pour autant qu'on se préoccupe d'apprendre un autre comportement à la place. En effet, si cette stratégie est efficace mais n'est utilisée que de manière unique, elle aura pour inconvénient, d'une part, et j'en reparlerai dans une seconde, c'est de faire exploser le comportement, mais d'autre part, c'est lorsque le comportement va chuter, puisque c'est ce qui se passera à un moment donné,
il apparaîtra moins souvent, voire n'apparaîtra plus, mais ce qu'on verra, c'est apparaître un autre comportement, généralement problématique, qui prendra la place du précédent et qui aura sans doute une intensité plus grande ou un impact plus grand sur l'environnement. Donc le processus de l'extinction de l'indifférence, retenons-le puisqu'on va l'utiliser dans une des stratégies basées sur les renforcements différentiels, mais ça ne fonctionne de manière efficace que si c'est remplacé par un autre comportement positif cette fois, et à ce moment-là on reportera son attention sur les apprentissages. Un des autres inconvénients de ces stratégies basées sur l'extinction, c'est ce qu'on appelle l'outburst de l'extinction, c'est le fait que pendant les premiers jours, voire premières semaines d'utilisation de la stratégie, il n'y a pas une diminution des comportements, mais voire une augmentation significative des comportements. Et il y a lieu à ce moment-là que les équipes soient bien préparées à ce phénomène-là pour ne pas abandonner trop rapidement le processus qui est en place, au risque qu'effectivement on n'ait pas du tout gagné en efficacité, c'est qu'on ait mis en place quelque chose et que l'équipe soit confrontée à une situation d'échec de sa stratégie, ce qui n'est jamais très très favorable en termes de motivation. Donc il y a une bonne préparation de l'équipe par rapport à ça et on va pouvoir dans un certain nombre de cas pallier à ce phénomène de l'outburst si en même temps on va promouvoir des apprentissages qui permettent à la personne d'obtenir la même chose que ce qu'elle obtenait avant grâce à ces troubles du comportement. La stratégie de l'amende, c'est ce qu'on appelle le coût de la réponse. C'est le fait que, en fait, pour pouvoir utiliser cette stratégie-là, il faut avoir mis en place un outil de renforcement qui s'appelle les renforcements intermédiaires en termes d'économie de jetons. Donc on en a parlé lorsqu'on a abordé le cours sur l'approche comportementale. Il y a une stratégie de renforcement qui s'appelle l'économie de jetons, dans laquelle la personne gagne des renforcements intermédiaires par des bons points ou par des jetons ou par toute une série d'autres outils, des smileys, etc., qui permettent par une économie de pouvoir, entre guillemets, se payer un ou plusieurs renforçateurs qui feront partie d'un tarif. Alors c'est tout à fait intéressant dans la mesure où effectivement si on peut en gagner, on peut imaginer au travers d'un système qui sera un système également de tarifs de perdre ces jetons. Et donc ici l'idée au travers d'un processus d'amende ou de coût de la réponse, c'est que celui qui va mener l'intervention va définir qu'en fonction de la nature du comportement problème, enfin pas de la nature, mais de chaque comportement problème émis, va émettre un tarif dans lequel la personne doit rendre des jetons ou de rendre des bons points. Et là, en fonction de l'intensité éventuellement de certains comportements, on peut rendre plus de jetons pour certains comportements que pour d'autres. Attention au fait que pour appliquer cette technique-là ou cette stratégie-là, il faut toujours avoir pour perspective qu'il faut que la personne gagne plus qu'elle ne perde. Puisque ce que l'on veut, c'est promouvoir des bons comportements. Si on donne des jetons, c'est pour des bons comportements. Mais si en même temps, vous mettez en place une stratégie dans laquelle il gagne des jetons, mais qu'en même temps, il les perd tout aussi facilement parce qu'il émet beaucoup de comportements problèmes, votre stratégie d'apprentissage, qui est in fine ce que l'on veut, va être mise à mal par la stratégie que vous mettez sur pied sur les comportements problèmes. Et donc il y a un équilibre tout à fait judicieux à trouver dans l'utilisation de cette stratégie-là. Je pense que l'évoquer pousse un peu à la réflexion qui est finalement est-ce qu'on utilise des renforçateurs pour les comportements positifs. Rien que poser cette question-là est une question qui m'apparaît de grande pertinence par rapport à l'accompagnement des publics auxquels nous sommes confrontés. Troisième stratégie, elle a un peu à voir avec l'extinction et l'indifférence, c'est ce qu'on appelle le time out. L'idée ici, c'est d'isoler la personne vis-à-vis des renforçateurs. C'est d'isoler les comportements de la personne vis-à-vis des renforçateurs. Il ne s'agit pas d'isoler la personne. C'est bien ce que je voulais contredire dans ma première formule. Donc, on isole le comportement de la personne, on n'isole pas la personne. Et donc, en l'occurrence, je dirais que
ne pas porter d'attention à la personne est une forme d'isolement du comportement par rapport au renforçateur. L'idée ici, c'est que parfois les renforçateurs restent présents. Hein. Si les autres enfants du groupe sont les renforçateurs, il faut isoler les comportements de la personne de ces renforçateurs-là. Et donc fatalement que d'une certaine manière, d'une dimension pratique, on va parfois isoler la personne pour isoler ses comportements. Mais isoler ne veut pas dire être enfermé quelque part. Isoler peut être une petite chaise sur laquelle la personne va, enfin pour des tout petits, ou une chaise ou un fauteuil sur laquelle la personne va être mise à l'écart de l'environnement de renforcement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le time-out inverse, c'est que ce n'est pas la personne qui quitte l'endroit, c'est le renforçateur qui quitte l'endroit. Par exemple, l'enseignant peut quitter l'endroit quelques minutes. Alors, des règles appliquées vis-à-vis du time-out, c'est que le time-out ne doit pas durer trop longtemps. Il ne s'agit pas d'un isolement qui est un isolement de protection, il s'agit ici d'un isolement qui a un caractère d'intervention. Et donc l'isolement, il est de quelques minutes. Hein. Grand maximum 5 minutes. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on veut démontrer à la personne, c'est à nouveau l'apprentissage de bons comportements. Donc le time-out ne fonctionnera aussi de manière efficace que si on utilise des renforcements pour les bons comportements. On peut appliquer le processus de réparation, c'est-à-dire le processus d'overcorrection, comme on peut l'appeler dans la littérature anglo-saxonne. L'idée ici, c'est de demander à la personne, d'une part, de réparer. Réparer ne veut pas dire, lorsqu'elle a donné un coup de poing à quelqu'un, d'aller faire une caresse à cette personne ou d'aller présenter ses excuses, hein, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, ce qui a parfois un caractère d'une certaine routine. Ça n'est pas cela la réparation ici, c'est de réparer l'aspect matériel, de ramasser ce que l'on a jeté par terre, de frotter la table lorsqu'on a renversé sur la table, ainsi de suite. La réparation sociale, pour les personnes qui ont de l'autisme, est parfois un grand leurre. Hein. C'est plus symbolique pour celui qui vient de subir l'outrage au travers des troubles du comportement que comme un processus de réduction des troubles du comportement à terme pour la personne qui a de l'autisme. Et donc l'idée ici, c'est parfois de demander un peu plus que la réparation de l'acte initial, c'est ramasser un peu plus que ce qui était commis comme acte particulier. Dernière technique s'appelle le renforcement non contingent ou renforcement non contingent négatif. J'en reparlerai dans une minute dans le transparent suivant. L'idée ici, c'est, puisque l'on a compris que certains renforçateurs promouvaient, ou en tout cas augmentaient la probabilité d'apparition d'un comportement, c'est de donner ce renforçateur sans que le comportement ne soit présent. Et donc, par un processus dans lequel on délivre de manière assez intensive le renforçateur, on crée ce qu'on appelle une opération d'abolition sur la valeur du renforçateur. C'est-à-dire que, en fait, on diminue la valeur renforçante du renforçateur, puisqu'il n'y a même plus besoin d'avoir de comportement problème pour que le renforçateur soit présent. Je pense au phénomène, au renforçateur qu'est l'attention. L'idée, c'est plutôt que de jouer l'indifférence, l'idée, c'est de donner de l'attention, surtout quand les comportements problèmes ne sont pas là. Et donc, on blinde l'environnement d'un processus attentionnel, mais on pourrait le faire avec un aspect matériel, c'est que finalement, ce stimulus conséquent n'a plus de valeur parce qu'il est donné de manière importante. Alors, quelques règles vis-à-vis de tout ça. D'une certaine manière, c'est pas de médication si on ne met rien en place au travers des événements contextuels, des antécédents et des comportements en termes d'apprentissage. Pas de médication si on ne met pas ça sur pied. La médication ne devrait avoir que valeur de support par rapport à l'entièreté des stratégies que l'on met sur pied. À ma connaissance, il n'y a aucune médication qui apprenne à quelqu'un à dire stop à la place de ses comportements problèmes. Il n'y a aucune médication qui aménage l'environnement quand la communication que nous utilisons est totalement inappropriée par rapport au comportement problème et ainsi de suite. Vous pouvez faire le commentaire pour toutes les stratégies que l'on a évoquées. Alors, aussi, on ne touche pas à ça, on ne touche pas au processus de réaction si on ne met rien sur pied en termes de proaction.
c'est fondamental. Les processus réactifs, j'ai d'ailleurs dit les limites qu'ils peuvent avoir. Évidemment, ces limites, elles sont importantes, elles sont d'autant plus importantes si on ne met rien en place en termes de proaction. Et dernier commentaire, c'est super d'avoir un programme que l'on établit sur toutes ses facettes, mais si c'est mis sur pied avec une grande incohérence dans l'équipe, c'est sans doute une des conditions fondamentales d'un succès, voire d'échec de la stratégie. Et donc, en tout cas, une cohérence minimale est nécessaire pour que ces stratégies puissent être efficaces. Il vaut mieux un mauvais programme mis en place par plein de monde qu'un très bon programme mis en place par peu de gens, ou en tout cas en termes de proportion. Et puis, la notion de durée, elle est quand même importante. Si on ne tient pas le programme dans la durée, et malheureusement, très souvent, on attend le truc qui va faire que les comportements n'apparaissent pas, ou n'apparaissent plus, ou apparaissent moins. On est moins dans une réflexion de pouvoir mettre en place des programmes dans la durée. C'est pourtant la clé du succès de ce type de programme, c'est de les mettre en place dans la durée et de tenir le coup grâce à un processus qui est un processus de suivi de l'évolution du comportement, ce qui encourage chacun dans les stratégies qu'il met sur pied. Alors, j'avais évoqué l'utilisation des techniques de renforcement différentiel. Alors, on en a de différents types. On a le renforcement différentiel des comportements incompatibles, le renforcement différentiel des comportements alternatifs, le renforcement différentiel négatif des comportements alternatifs, les renforcements différentiels des comportements dits à faible fréquence, des autres comportements, désolé, donc des renforcements différentiels des autres comportements, renforcement différentiel des comportements dits à faible fréquence, et le renforcement différentiel, le renforcement non contingent positif, non contingent négatif. J'en prendrai quelques exemples par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par renforcement différentiel des comportements incompatibles? L'idée ici, c'est de renforcer un comportement positif qu'il n'est pas possible de produire en même temps que le comportement problème. Je vais prendre un exemple peut-être un peu simpliste, mais pour me faire comprendre, c'est peut-être par là qu'il est plus aisé de se faire comprendre. Lorsque quelqu'un prend de la nourriture dans l'assiette de son voisin en y plongeant les mains, en fait, lorsque vous apprenez à quelqu'un à tenir ses couverts, donc quand on apprend à quelqu'un à tenir ses couverts, c'est que l'on renforce le fait que chaque fois qu'il a les couverts en main, il a un stimulus conséquent positif. Lorsqu'on lui apprend ça, le fait de progressivement tenir de manière plus fréquente et plus longue ses couverts empêche le fait qu'en même temps on puisse mettre ses mains dans l'assiette du voisin. Donc, lorsqu'il met ses mains dans l'assiette du voisin, on s'organise pour qu'il ne puisse pas manger ce qu'il a pris, c'est-à-dire en maintenant la main simplement et en enlevant les aliments de la main. Par contre, lorsqu'il tient ses couverts, là, on va promouvoir l'octroi d'aliments, par exemple, l'octroi de félicitations, qui va engendrer le fait que l'on augmente la probabilité d'apparition du comportement incompatible avec le comportement initial. Les renforcements des comportements alternatifs, et en particulier les comportements alternatifs peuvent être des comportements liés à des comportements de communication, et non on aurait DRC, renforcement différentiel des comportements de communication, mais ça appartient à la même catégorie. L'idée là, c'est que on va apprendre un comportement qui est alternatif au comportement problème. Si je m'automutile pendant les périodes d'inoccupation, si on m'apprend à m'occuper, donc pour avoir la même fonction que le comportement problème, j'aurai effectivement ce renforcement différentiel. On ne me renforce plus lorsque j'ai des comportements problèmes. Par contre, on m'apportera beaucoup d'attention lorsque je m'occupe quelques minutes. Ce serait un peu le cas de ce que l'on a vu tout à l'heure dans la vidéo avec ce jeune ado pour lequel la maman reçoit un journaliste. Renforcement différentiel négatif des comportements alternatifs. Là, tout simplement, c'est l'exemple lorsque l'on apprend à quelqu'un à dire stop.
plutôt qu'à s'automutiler ou qu'à agresser son éducateur dans le cadre de l'exemple avec l'activité difficile. Lorsque vous apprenez stop à quelqu'un, en fait, le fait que ce stop conduise à l'arrêt de la situation dans laquelle se trouve la personne est un renforcement négatif et il sera différentiel puisque l'on ne permettra plus l'arrêt de l'activité lorsque la personne agresse, on maintiendra l'activité, mais par contre on arrête l'activité lorsque le comportement alternatif a lieu. Alors, le renforcement différentiel des autres comportements, c'est une technique assez spécifique dans laquelle on va délivrer des renforçateurs à l'issue d'une période de temps durant laquelle le comportement problème n'est pas apparu. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois apprentissage par omission ou zéro réponse, parce que dans le cadre de cet apprentissage-là, c'est la non-émission du comportement qui conduit au renforçateur. On est un petit peu à la limite de l'approche comportementale quand on utilise ce type de stratégie, puisqu'a priori, l'approche comportementale, elle vise à renforcer des comportements et pas à renforcer la non-apparition d'un comportement. En l'occurrence, ici, ça ferait un peu appel à l'idée qu'ont certains de se dire, ben, s'il n'a pas frappé pendant la récréation, on lui donnera un renforçateur à ce moment-là. C'est un peu l'idée, à part qu'ici, lorsqu'on utilise les renforcements différentiels des autres comportements, on sera dans des durées d'intervalles de temps qui sont des durées beaucoup plus limitées que la durée d'une récréation. Mais en fait, c'est un petit peu l'esprit qui est suivi dans cette technique de renforcement différentiel, voulant dire que lorsque le comportement apparaît, il ne sera plus renforcé. Donc, on utilise le même renforçateur que celui qu'on donnait au comportement problème, mais si on l'utilise pour la non-apparition du comportement. Et lorsque le comportement est présent durant l'intervalle de temps, il ne sera pas suivi d'un renforçateur et on reproduit l'intervalle de temps à la suite de chaque émission du comportement problème. Mais ça nécessite effectivement peut-être un petit peu plus de temps que ce qui est consacré à ce cours pour pouvoir détailler le type de technique qu'on utilise dans ce type de renforcement. Renforcement différentiel des comportements dits à faible débit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, en fait, l'idée ici, c'est que certains types de comportements ne sont des comportements problèmes que parce qu'ils sont émis trop souvent. Si je pense à un comportement qui serait le bavardage n'est un problème que quand il est trop fréquent. C'est pas un problème quand c'est une à deux fois sur l'heure de cours qu'il y a un peu de bavardage, c'est pas un souci. C'est pas un souci, c'est surtout pas un souci quand un enfant demande d'aller à la toilette lorsqu'il en a besoin. Ça devient un souci lorsqu'il demande 15 fois aller à la toilette durant l'heure de cours parce que ça l'arrange bien. Mais c'est un problème, ça devient un problème de comportement. C'est pas le comportement demandé à la toilette qui est un problème, c'est la fréquence du comportement. Et donc ici, l'idée c'est d'utiliser le renforcement différentiel des comportements dits à faible débit, puisque l'objectif ici, c'est de réduire le débit du comportement, c'est-à-dire réduire la fréquence à laquelle le comportement est émis. Et donc là, on a toute une série de stratégies sur le fait que le comportement soit émis un certain nombre de fois durant une période donnée, ou durant un intervalle donné, ou durant un intervalle entre des comportements, ce qui permet de diminuer la fréquence d'un comportement sur une durée globale de temps. Tout ça aussi, ça nécessite effectivement qu'on puisse revenir sur le détail de cette stratégie d'intervention dans d'autres types de formations. Renforcement non contingent, je l'ai évoqué il y a quelques minutes. L'idée, c'est plus probablement in fine une intervention qui porte sur les antécédents, puisque l'idée ici, c'est de délivrer les renforçateurs, en tout cas ceux qu'on a identifiés comme étant les renforçateurs, ceux qui maintiennent le comportement, c'est délivrer ces stimuli-là sans que le comportement soit présent, avec une fréquence qui va être définie au préalable. Et donc, l'idée, c'est finalement de combler l'environnement de ces renforçateurs pour que finalement le comportement n'ait plus de valeur. Alors, on peut évoquer effectivement des renforçateurs positifs, mais on peut évoquer des renforçateurs négatifs. Lorsque, par exemple, vous donnez une activité qui a un caractère difficile à la personne et vous avez constaté que la tension monte et que la crise
elle conduit à ce qu'on arrête l'activité à un moment donné. Ou lorsqu'une personne a beaucoup de difficultés à rester dans un groupe pendant une période donnée. Très difficile pour elle et ça aboutit fréquemment au fait que lorsque cette personne fait sa crise au bout de quelques temps, on soit amené à la sortir du local. Alors ce qu'on fait, c'est finalement interrompre cette période, enfin, ou en tout cas interrompre cette période de manière systématique et lui permettre de sortir. Si on a constaté que elle tolère la situation pendant 15 minutes, mais qu'au bout de 15 minutes, la tension est extrême et qu'une crise se développe au bout de 15 minutes, ce qu'on va lui permettre, c'est de sortir toutes les 10 minutes afin qu'effectivement on fasse du renforcement négatif non contingent puisqu'il n'y a plus de nécessité que le comportement soit présent pour que le stimulus conséquent négatif soit apparu. J'espère que c'est clair, j'imagine que ça peut susciter beaucoup de questions. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à reprendre en contact avec moi pour avoir des informations complémentaires. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler de manière individuelle, soit je vous fournirai des lectures intéressantes par rapport à cela. Je ferai d'ailleurs une dia que vous trouverez indépendamment sur la plateforme du cours avec les références bibliographiques intéressantes par rapport à ce cours. Alors, je vous l'ai dit, on est dans une perspective de support qui a un caractère positif pour des comportements positifs. Ici, la dia que je vous présente a trait au caractère de support positif, la façon dont on le fait. Et donc, nous menons une lutte intense contre les techniques dites aversives. Tout ce qui est privation, remontrance, violence, isolement abusif doit être banni de nos stratégies d'intervention. Entre guillemets, pour les personnes qui ont de l'autisme ou une déficience intellectuelle, c'est double peine puisque non seulement elles subissent une situation de vie qui est généralement extrêmement pénible à vivre, mais que d'autre part, au travers de leur comportement, on les punit une seconde fois de cette condition d'avoir un handicap. Au-delà du fait que punir, je l'ai dit, pour autant que la punition ait un caractère efficace, ce qui n'est généralement pas le cas, en tout cas la punition communément véhiculée, c'est celle qui n'est pas efficace. Je rappelle que dans les discussions que nous avons eues sur l'approche comportementale, la punition réfère à une définition tout à fait spécifique qui est c'est un stimulus ou l'absence de stimuli qui engendre une diminution de l'apparition du comportement. Tant qu'un stimulus continue à promouvoir l'apparition d'un comportement, c'est-à-dire si le comportement continue à apparaître, il ne s'agit pas de punition. Mais en fait, punir un comportement, je l'ai évoqué par rapport à l'indifférence tout à l'heure, qui est une technique qu'on peut utiliser. L'indifférence, elle n'apprend pas à quelqu'un ce qu'il doit faire à la place. On ne pourrait utiliser l'indifférence qu'à partir du moment où on est certain que la personne a dans son bagage comportemental le comportement qui peut prendre la place. Et donc voilà, c'est cette réflexion que punir quelqu'un ne lui a jamais appris ce qu'il est censé faire à la place de ses comportements. Et lorsqu'on s'adresse à des personnes qui ont des déficiences, elles n'ont généralement pas dans leur bagage comportemental les comportements qui seraient censés prendre la place. Et donc il est de notre devoir de leur apprendre ces comportements appropriés. Voilà un modèle de plan d'intervention tel que l'intervention fonctionnelle le met en place. L'idée, c'est qu'on va définir, on a ici la ligne comportementale qui est la ligne fonctionnelle, c'est-à-dire celle avec le comportement problème. L'idée, c'est parfois d'émettre un comportement alternatif qui aura la même conséquence que celle qui maintient le comportement problème. Évidemment, on ne la délivrera plus vis-à-vis du comportement problème, mais on va le délivrer vis-à-vis du comportement alternatif. Et enfin, on va émettre un comportement qui est le comportement final désiré. Tout à l'heure, si je reprends la situation de cette jeune dame qui interrompt
l'activité difficile qui lui est proposée dans sa période menstruelle. Le comportement alternatif, c'est dire stop. Mais il est évident que le comportement désiré est le fait que cette personne poursuive son activité. Alors, en l'occurrence, on va avoir ici une situation qui vous est proposée. Lorsque l'on va promouvoir le comportement alternatif, ben, l'enseignant va délivrer la même attention que celle qu'il délivrait quand la personne jetait le matériel par terre. Par contre, le comportement désiré, c'est que cette personne poursuive son travail. Et bien évidemment, on va dédier pour chaque élément du modèle fonctionnel des stratégies qui vont être spécifiques afin qu'effectivement l'ensemble des stratégies conduisent à la diminution d'apparition de ce comportement en allant vers des comportements désirés mais en apprenant également des comportements alternatifs qui prennent la place du comportement non désiré. Alors, peut-être souligner que, il y a toute une série de stratégies ou de procédures qui n'ont pas un caractère interventionnel. Alors qu'est-ce qu'on veut dire non interventionnel? Ce sont des stratégies qui n'ont pas pour objet de diminuer la probabilité d'apparition du comportement à l'avenir. Ce sont des stratégies ici qui visent à arrêter le comportement ou à protéger l'environnement des impacts de cet environnement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des stratégies qui sont basées sur la non-escalade ou la désescalade de la situation de tension qui est en train d'émerger ou des comportements problèmes. L'idée, c'est parfois d'installer des routines qui désescaladent le comportement, des routines mémorisées ou des routines qui sont implémentées par le personnel. On peut penser à des routines qui sont des routines respiratoires, hein, qui sont parfois utilisées pour désescalader, des chansons qui sont parfois utilisées pour désescalader une situation qui est en train de se dégrader au niveau comportemental. Deuxième type de stratégie, ce sont les procédures de dégagement et de protection. Tout à l'heure, je l'ai évoqué en évoquant la clé de bras qui était utilisée par un de nos collègues et qui a suscité l'idée qu'effectivement nous devions mettre en place des programmes de formation à la gestion des comportements violents. Et donc, toutes les procédures qui permettent de se dégager ou de protéger autrui en garantissant la sécurité des uns et des autres, c'est évidemment à promouvoir en fonction de la nature des comportements auxquels on est confronté, mais c'est extrêmement important à mettre en place, à savoir que ce sont bien des stratégies qui ne visent pas à diminuer un comportement. Dans ces stratégies de contention, par exemple, ou d'isolement, là, d'isolement de la personne et pas des comportements, il s'agit bien d'une mesure de protection. Il ne s'agit pas d'une mesure thérapeutique. Et donc là, il y a des documents qui ont été produits ces dernières années. Je vous renvoie aux documents qui étaient produits par UNIA, anciennement Centre pour l'égalité des chances, et par le délégué général aux droits de l'enfant, qui précise un peu les conditions dans lesquelles cet isolement et la contention peut être produite. Et tout ce qui doit être protocolé, c'est-à-dire les conditions d'application, les conditions de suivi et le reporting qui doit être produit lorsqu'on utilise ce type de technique doit être précisé. Enfin, il y a des procédures de contrainte, je les ai un peu évoquées lorsque j'ai évoqué les questions de protection, c'est toutes les contraintes physiques qui peuvent être utilisées, les contraintes médicamenteuses lorsqu'on évoque les médications prorénatées, c'est-à-dire celles qui sont données au besoin, ce qu'on appelle peut-être plus communément médications d'urgence, qui n'ont pour efficacité que, on l'espère, de diminuer un peu l'intensité des crises qui sont présentes, mais elles n'ont aucun caractère thérapeutique en termes de diminution de la prévalence des comportements à l'avenir, et les techniques dites d'isolement de la personne doivent être évidemment précisées dans des conditions d'application et faire l'objet, tant pour les contraintes physiques, médicamenteuses et d'isolement, d'un accord des référents légaux et en particulier des référents des parents. Elles ne sont pas applicables sans l'accord écrit des parents ou des référents légaux, que ce soit l'administrateur,
des biens de la personne ou la personne de confiance. Et donc, ce sont des procédures qui ne sont pas libres d'utilisation, elles doivent faire l'objet vraiment de protocoles tout à fait importants. Voilà, je voulais juste souligner ici que certains se sont intéressés, c'est difficile à faire, mais se sont intéressés à l'efficacité de ces stratégies. Ben, on voit qu'effectivement, on aboutit à plus de 80% de résolution des comportements problèmes dans 70% des stratégies, dans 70% des articles qui sont produits, et on obtient plus de 60% d'évolution positive dans plus de 80% des cas. 4 études sur 5 produisent des résultats positifs de plus de 60%. On constate une stagnation, voire une augmentation des comportements dans 9% des études qui sont menées sur ces comportements problèmes au travers des stratégies de support positif au comportement. J'évoquais la question des systèmes tout à l'heure. Il est évident que pour pouvoir promouvoir le support positif au comportement, toute une série de modifications de système vont devoir être évoquées. Je ne voudrais souligner ici que la question de la formation et de la supervision, que ce soit au niveau des familles, au niveau des équipes, mais la formation du management, je suis désolé, mais ici là, voilà, l'Oval devrait se retrouver sous formation, mais il est évident, ça me semble que le management doit être beaucoup mieux formé qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Le management des établissements ne doit pas porter que sur les compétences administratives, mais aussi sur les compétences de leadership et de compétences en termes d'intervention. Euh, on parlera évidemment de la dynamique des équipes, hein. Je pense que là, il y a vraiment de gros efforts à faire pour augmenter la compétence et la cohésion des équipes sur les programmes d'intervention. Mais vous voyez aussi que la modification des systèmes va traiter un peu de toute une série de questions, voir aussi quels sont les projets que les organismes et les associations vont promouvoir, et au niveau des pouvoirs politiques aussi. Qu'est-ce qu'il en est du statut des personnes, qu'est-ce qu'il en est de l'organisation des services. Je voudrais peut-être lancer l'idée qui serait que finalement, à l'heure actuelle, bon, peut-être que certaines modifications se mettent en place, mais elles ne concernent pas les personnes qui finalement sont les plus concernées par les troubles importants du comportement. C'est que notre société continue à considérer que lorsqu'on a un handicap, et en particulier lorsque l'on a de l'autisme avec des déficits associés, on est manifestement bien préparé pour vivre avec d'autres, puisque ce qui est en place, ce sont des milieux de vie collectifs qui sont mis en place par notre société. On peut s'étonner un peu de la chose dans la mesure où ceux qui connaissent bien les personnes avec autisme savent bien que peut-être ce n'est pas leur grande capacité, mais serait-elle la grande capacité des personnes ordinaires? Vous imaginez-vous vivre avec 7, 8, 9, 10 autres personnes de manière permanente, sans que vous ayez choisi ces personnes, sans que vous ne partagiez avec elles nécessairement les mêmes goûts, les mêmes intérêts? J'imagine que nous aurions, nous aussi, probablement quelques troubles du comportement. Mais évidemment, vous voyez que parler des troubles du comportement, ce sont des questions techniques, mais aussi des questions parfois de philosophie et voire de politique, hein, qui sont menées. Voilà, je vous laisserai à l'issue de ce cours avec voilà, une phrase que j'utilise assez fréquemment dans mes propos, c'est traiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être, et vous les aiderez à devenir ce qu'ils peuvent être. Voilà, je vous souhaite plein succès pour ceux qui participent au certificat interuniversitaire sur l'autisme, plein de succès pour votre travail final. Voilà, à tout bientôt certainement.